Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Rose Fellow. Je m'appelle Mike Jagger, cofondateur, coprésident de Rose Fellow. Avec moi aujourd'hui, mon partenaire Sam Thomas. Et à ma droite, j'ai Christopher Parent, vice-président de développement chez Rose Fellow. Et notre invité spécial, merci, Laurence Vincent de Prével. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous avoir. Nous avons lancé un appel il n'y a pas longtemps sur un podcast à ceux qui voulons parler, discuter de Montréal, des personnes clés de notre ville. Et quand on pense à personnes clés, quand on pense à personnes qui ont fait leur part pour créer un nouveau Montréal, on pense à Prével, on pense à vous, Laurence. Alors, merci d'être avec nous. Merci d'avoir pris votre temps. Je sais que vous êtes très, très occupé avec plusieurs projets. Combien de projets vous avez présentement, Laurence? On en a 4-5 de front là, qui sont en construction. C'est incroyable. Puis ça fait... Excuse-moi. Parle-nous un petit peu de Prével. Nombre d'employés. En fait, selon les projets, là, évidemment, là, on a nos équipes de construction, nos équipes de vente. Donc, on est à peu près là, entre 75 à une centaine d'employés. Et faire suite à votre livre que nous avons eu la chance de lire, c'est la deuxième génération de Prével, n'est-ce pas? Vous avez pris la relève de votre père, mon Jacques. père, oui, qui a parti l'entreprise en 1978. Puis il est parti là, en banlieue de Montréal, à Repentigny, puis à la Gardère. Faisait d'abord des maisons unifamiliales, puis s'est déployé pour faire des projets en densité là, à travers la grande région métropolitaine. À son pic, il y avait à peu près 17 projets à travers la grande région métropolitaine. Puis là, les années 90 ont frappé très fort. C'était assez difficile. Donc, il s'est retrouvé tout seul avec sa comptable dans le sous-sol à la maison. Incroyable. Oui. Puis, en fait, il s'est redéployé à peu près 5-6 ans plus tard avec Jonathan Sigler. Puis après ça, ça a été une belle lancée pendant 20-25 ans. Jusque dans les dernières années, c'est un peu plus difficile, là, mais ça va revenir. C'est comme Vous avez rentré dans l'entreprise à quel âge? Moi, j'ai commencé en 2004 quand j'ai fini mon bac en histoire. C'était temporaire, c'était pour 1 an. Puis 1 an, ça a été 2, puis 3. Puis après ça, je suis allée faire mon MBA parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Fait que je cherchais toujours. Puis finalement, je suis revenue prendre l'expérience dans l'entreprise familiale en cherchant toujours ce que je voulais faire de ma vie. Puis 2-3 ans plus tard, un moment donné, je me suis dit, je pense que je fais ça dans la vie maintenant. C'est impressionnant parce que si on lit plusieurs des stats, 30% des entreprises où est-ce qu'il y a une deuxième génération qui prend la relève de l'entreprise font succès. Mais il y a 70% des entreprises qui ne le font pas. Alors, comment que vous et votre père ont pu faire ce transfert des rôles, cette transition? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que... on a été super bien accompagnés. On l'a fait, là, je dirais, dans les règles de l'art. On s'est fait accompagner par une firme. Mon père était coprésident avec Jonathan Sigler à ce moment-là. Puis Jonathan n'était pas prêt à ralentir. Donc, on a imaginé une relève à 2 vitesses. Donc, moi, je suis devenue partenaire avec Jonathan. Puis, un peu plus tard, là, Jonathan a pris sa retraite. Donc, je suis devenue présidente toute seule, comme une grande. Est-ce que vous avez vu des challenges être a woman in business, in real estate? Je te dirais que c'est pas tant... honnêtement, être une fille dans l'industrie, probablement parce que j'arrivais avec l'entreprise qui avait déjà une renommée, puis ça faisait un bout de temps que j'étais dans l'industrie, donc j'ai pas vraiment senti la difficulté supplémentaire parce que j'étais une fille. Je pense que la difficulté, j'étais jeune, j'avais quand même pas tant d'expérience que ça à la tête d'une entreprise, donc il y a eu beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas, même si on pensait avoir couvert l'ensemble des différents enjeux. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne prévoit pas, là, entre autres une pandémie. Laurence, dans ton livre, il y a un passage que j'ai trouvé super intéressant. À un moment donné, tu parles que Prével était partout dans ta vie familiale. Hein, tu jouais avec les pelles, où est-ce que vous faisiez les premières pelletées de terre, ton père faisait les premières pelletées de terre, fait que toi et ta sœur, vous jouez avec ça. Prével, c'était partout. Ta mère, vous allez faire les commissions. Ta mère disait, hey, ça, c'est le nouveau bâtiment de ton père. Donc, ça faisait partie de la vie familiale.
Moi, la question, quand j'ai lu ce livre-là, je disais, j'ai hâte d'y poser cette question-là. Le jour où tu as pris la présidence, c'était comment? Tu sais, le jour où tu es rentré dans le bureau, puis c'était Laurence Vincent, présidente de Prével. C'était quoi le feeling quand c'était une compagnie à ton père qui a toujours eu une place si forte dans ta vie? Mais c'est drôle parce que j'ai eu la chance, puis je pense vraiment que c'est une chance. J'ai été une enfant d'entrepreneur qui n'a pas été destinée à reprendre les rênes de l'entreprise. Mon père, il nous disait quand on était jeunes, il n'y a pas d'avenir en immobilier résidentiel. Ça prend une démographie positive, puis le Québec n'est pas en démographie positive parce que, bon, à ce moment-là, l'immigration n'était pas tellement forte. Donc, moi, j'ai fait mon bac en histoire. Ma soeur a fait son bac en psycho. On s'en allait pas ni de près ni de loin dans l'entreprise. Puis même dans les premières années, les conversations, là, moi, je lunchais toutes les semaines avec mon père. Puis qu'est-ce que je vais donc faire de ma vie? Là? Ça faisait partie des questions récurrentes. Puis c'était vraiment ma grande source d'anxiété dans ma vingtaine. Puis, à aucun moment, j'ai pensé que j'allais devenir présidente de cette entreprise-là. Donc, quand je le suis soudainement devenue, c'est comme si c'était pas si réel que ça. Ça a été tellement un pas à la fois. Je dirais, c'est plus quand ça a fait quelques années, puis là, je me rendais compte que ces employés-là, j'en avais une responsabilité, les projets, c'est moi qu'il fallait qu'il y ait. Puis là, c'est plus, ça a pris un certain temps avant que je le réalise. C'est une grosse responsabilité. 100 employés, ils ont des enfants, ils ont des familles. Oui, je sais. Peux-tu jamais dire ça? Non, mais aujourd'hui, c'est surtout que j'ai tellement grandi avec cette entreprise-là, puis j'ai grandi aussi avec les employés à travers le temps. Ils m'ont vu grandir, certains d'entre eux, là, justement. La comptable est toujours chez nous aujourd'hui. Donc, c'est comme une grande famille, là, ça fait cliché de le dire, mais c'est vraiment ça. Puis c'est les nouveaux employés qui sont rentrés par la suite, puis comment les gens sont investis, sont impliqués. C'est comme un peu un devoir de dire qu'il faut respecter là, toute cette énergie-là, puis cet effort-là qui est mis. So, Rose Fallot, évidemment, on est des développeurs industriels. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce que Prével fait pour ceux qui ne savent pas. Bien, on ne fait pas d'industriel. C'est la première chose qu'on peut dire. On fait du résidentiel. C'est vraiment là-dessus là, que l'entreprise a été bâtie. Principalement, on faisait principalement du condo, un peu de locatif. On a eu des résidences pour personnes âgées pendant un bon moment. Mais je dirais dans les dernières années, puis ce qui remonte un peu là, à ce que mon père faisait dans les années 80, c'est des grands plans d'ensemble, donc des projets d'envergure. On a fait des projets comme l'ANI puis Impérial dans les quartiers centraux de Montréal. On fait Esplanade Cartier actuellement au pied du pont Jacques-Cartier. On travaille sur le tas de Panama, la première gare REM en sortant de Montréal à Brossard. Puis ça, c'est sur Tachereau. Exactement. Ouais. Tachereau puis la 10. On a un projet à Kirkland sur le REM aussi, qui est à peu près là, 1200 unités. Donc, c'est des projets où on est vraiment capable de voir, à créer quelque chose, un petit bout de quartier, en fait. Si tu me permets, je dois te dire félicitations par rapport au projet à Kirkland. Dans ma vie corporative avant, je travaillais pour un autre développeur, puis je faisais partie de l'essai de développer sur site. Donc, voir aujourd'hui que vous avez you've succeeded, as they say, is incredible. It was not an easy file, I can tell you. So we were not as fortunate as you. Mais je dois avouer que quand on a commencé ce projet-là, je me disais, on a fait de l'acceptabilité sociale, ça m'inquiète pas, laissez-nous travailler. Puis on a eu la première rencontre dans le gymnase avec la rencontre citoyenne avec à peu près 400-500 résidents. Puis les gens venaient nous dire, on veut pas de tour de 4 étages. Puis là... Pas 10 étages, 4 étages. Wow. Puis là, on se disait, OK, on part de plus loin que je pensais. Puis bon, on a été très chanceux. Je pense que la conjoncture était là. La ville était très, très proactive. Puis on annoncé haut et fort qu'ils voulaient le projet. Je pense que ça change beaucoup la donne. Puis on a vraiment travaillé pendant 2-3 ans avec les citoyens. Petite histoire par rapport à ça. So when I was developing in my former career,
I remember we did also the first presentation with the residents, and I'll never forget the first question. We had a whole master plan, evidently not being built now, with a large green space for people to come and walk and play. And the first question said, somebody gets up, raises their hand, and says, "There's green space, yes. People from other boroughs could come and park and take their kids there too. Yeah, we don't want that." And I was like, oh boy. We want walls. So congratulations on that one. Je pense que ce que je trouve intéressant de ce que Prével fait, puis ça me fait penser un peu à Rosefellow, c'est l'inclusivité avec les gens du quartier. Vous prenez le temps de penser aux personnes autour avant même de commencer à discuter d'un projet. Parlez-nous un peu de comment vous voyez les choses quand vous rentrez dans un nouveau secteur, une nouvelle ville. Je pense qu'on a réalisé à travers le temps qu'on apprend des gens autour, puis que souvent, entre autres à Kirkland, c'était vrai, c'est encore vrai, parce qu'à travers tout le temps qu'on va développer le site, quand c'est un site d'envergure, bien, le marché évolue, le quartier évolue, les tendances évoluent. Donc, c'est vraiment en gardant ce dialogue-là, ça nous permet de créer un meilleur projet, ça nous permet d'inspirer les architectes, les urbanistes, tous ceux qui vont travailler sur le plan. Donc, de cette façon-là, on est capable d'avoir un projet plus pertinent. Puis les gens, ils ont l'impression d'y avoir contribué, donc ils se sentent beaucoup plus partie prenante. Naturellement, on aime plus les choses auxquelles on participe. Absolument. Donc, je pense que c'est un win-win des deux côtés. Absolument. Par rapport à Montréal, l'entreprise a été fondée il y a 40 ans, si je me trompe. Oui, 45. Un petit peu plus. Ouais. Quelle évolution avez-vous vu comme corporation durant ces 45 ans? Bien, je pense que le marché résidentiel a vraiment complètement changé. À l'époque, il n'y avait pas autant de grands projets de développement immobilier résidentiel. Il faut se remettre dans les années 80-90. Montréal n'avait pas l'effervescence, n'avait pas la profondeur économique qu'on a aujourd'hui. Dans les années 90, les gouvernements ont beaucoup investi dans les sciences de la vie, dans les jeux vidéo. Il y a beaucoup d'industries qui se sont implantées. Puis au début des années 2000, on en a un peu récolté le fruit. Donc, Montréal est devenu beaucoup plus attrayant qu'il l'était par le passé. Dans les dernières années, on a vu une immigration positive au Québec, ce qui n'était pas le cas avant. Là, les gens arrivaient peut-être sur Montréal, mais quittaient pour le reste du Canada après. Donc, on a vraiment eu une augmentation de population. Parce que mon père disait qu'on n'avait pas... La démographie, c'est très important pour le résidentiel, bien, pour le développement immobilier en général. Mais donc, l'immigration est vraiment devenue particulièrement importante à Montréal. Puis on est devenu, puis on va l'être encore plus, je pense, dans le futur avec les changements climatiques, avec notre stabilité politique, on va devenir une terre d'accueil exceptionnelle. Donc, je pense que ça, c'est une tendance majeure qui a une influence très... Donc, ça, c'est la vision de l'avenir que vous prévoyez? Oui, je pense vraiment que, bon, évidemment, dépendamment de ce que nos gouvernements décideront de faire avec l'immigration, mais inévitablement, on va avoir une responsabilité puis une demande d'accueil assez grande, que ce soit par rapport au changement climatique, par rapport à la stabilité politique, par rapport aux opportunités économiques qu'il y a au Québec. Je pense que ça va être très porteur. Laurence, au fil des années, il y a quelque chose que j'ai remarqué de Prével, on parle des projets à Montréal, le milieu de vie est très important. Puis, je vais te conter une petite histoire. Quand j'étais à l'université à la faculté d'aménagement, notre professeur nous avait amené voir le projet à la Chine, Village Saint-Louis. Lui, il appelait ça le village Prével, en tout cas. Puis, il avait présenté ce projet-là comme le projet idéal de milieu de vie, où est-ce que tu avais des espaces verts connectés, différentes typologies. Moi, ce que je trouve de ce projet-là, puis les autres projets que vous avez faits, il y a ce souci-là pour le milieu de vie des gens. Puis c'est comme une ligne directrice de Prével. Est-ce que ça a changé, évolué à Montréal dans les projets que vous faisiez? Est-ce que les gens cherchent, peut-être la génération plus jeune par rapport à ce projet-là? Parce que vous avez toujours ce souci-là de créer un environnement. Bien, je te dirais, bon, les villages Saint-Louis, c'est vraiment un super projet qui était très intéressant pour l'époque, dans le sens que, bon, c'était pas de la haute densité, là. Il y avait de la maison unifamiliale, la maison de ville, puis du condo bois-brique, 3 étages, mais qui était tout connecté, puis on n'était pas capable de faire la différence entre ce qui était du condo, ce qui était de la maison unifamiliale. Fait que ça donnait vraiment une impression très, je veux dire,
homogène, mais avec les différentes typologies, avec des parcs linéaires qui venaient connecter tout ça. Puis, je pense qu'il y avait un souci là, de dire que les gens aimaient connecter ensemble, mais je pense qu'on l'a réalisé peut-être un peu par après, sans rien vouloir enlever au génie de mon père, mais on a réalisé, entre autres, quand on a fait les quais de la commune, après la crise de 90, c'est un projet qui était difficile, puis on s'était dit, il s'était dit, on va aller mettre une cour sur le toit du bâtiment, là, puis la cour, c'était une piscine, quelques barbecues, quelques tables. Puis les gens ont adoré ça, pas tant parce qu'ils se baignaient ou qu'ils mangeaient là, c'est parce qu'ils allaient socialiser là, ils rencontraient leurs voisins. Puis après ça, ils nous ont dit, c'est plate parce qu'on peut pas se rencontrer l'hiver. Fait qu'au Lani, on a mis un petit salon à côté, là, ça a été notre premier chalet urbain. Il y avait un foyer, puis quelques divans, là, puis on a appelé ça le chalet urbain. Puis là, les gens ont adoré ça parce que ça créait vraiment une communauté. Les gens se faisaient des soupers le soir. Fait qu'on l'a fait un plus gros l'année d'après, puis l'année, on a vraiment développé beaucoup là, les espaces communs. C'était super important, puis en même temps, on a rationalisé les appartements pour respecter, c'était beaucoup des premiers acheteurs, fait qu'on a rationalisé les appartements, fait que ça venait compléter l'un l'autre. 21e, on s'est dit, hey, c'est dommage, il y a beaucoup d'espaces communs sur le projet, mais il n'y a pas beaucoup de connexion avec le reste du quartier. Puis là, on est venu faire des espaces communs ouverts sur la rue, avec des commerces, des terrasses qui débordent. Donc, c'est vraiment de fil en aiguille. À Esplanade, on a repris ça, mais là, on s'est dit, OK, mais tu sais, pour que ce soit animé plus souvent, on va amener du bureau, on va amener du communautaire. Donc, c'est vraiment l'ajout puis l'apprentissage de projet en projet. Ça fonctionne super bien parce qu'il y a beaucoup de critiques de développeurs. Ils font un immeuble en plein milieu de nulle part, puis il n'y a pas un milieu de vie où est-ce que dans les beaux projets, il y a vraiment cette intention-là de créer... Mais c'est plus facile avec des plans d'ensemble aussi, alors que quand tu as une tour de 10 étages, il y a moins de possibilités de s'ouvrir et de créer... Mais je pense à Griffintown et comment ça a évolué depuis que Prével a pris sa place dans ce coin-là, où est-ce que c'est exactement ça. Il y a plusieurs développeurs qui ont monté une tour. That's it, that's all. Tant que vous avez pensé comment évoluer. Bien, on était chanceux aussi. C'était une autre époque. Là. On avait acheté la chocolaterie qui nous permettait de faire 4 phases. On a pu réaliser nos 4 phases puis réaliser que ça se passait bien. Fait que là, on a acheté le terrain au nord. On a fait 3 phases. On a acheté le terrain au sud. On a fait 4 phases de plus. Puis on a reacheté. Mais ça s'est fait vraiment par étapes. Alors qu'aujourd'hui, faut être capable de mettre la main sur des terrains d'ensemble. C'est plus complexe. Bon, soit s'il y a un montage à faire de ces différents terrains-là ou d'acheter un terrain de cette ampleur-là d'un seul coup, c'est un autre modèle financier. So Rosefellow dabbles in residential real estate. Evidently, we're not experts like your group is. But one thing we've found is very hard making the financials work. Between social housing, CMHC, rentals, low condos, maximizing density versus amenities. Where do you see that trend going? How are you making projects viable in these markets? C'est une super bonne question. Puis je dirais que dans un plan d'ensemble, là, je sais pas si je peux dire, je vais le dire quand même. Mais tu sais, souvent, quand on fait notre montage financier jour 1, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on le réalisera pas exactement comme ce qui était marqué sur le papier parce qu'il va se passer tellement de choses en cours de route. Tu sais, si on regarde juste là, notre plan à Esplanade, donc le moment, on l'a planifié, on l'a acheté en 2019. On faisait 650 000 pieds carrés de bureaux. On faisait principalement du condo. Après ça, la pandémie est arrivée, les coûts de construction ont augmenté, les taux d'intérêt ont augmenté. On a amené plus de locatifs. Donc, je pense que l'agilité est particulièrement importante, d'être toujours prêt à changer le plan d'affaires selon, avec une vision qui demeure, mais de ne pas être accroché à quelque chose qui est... parce que le marché, les gens, ça change quand même beaucoup. Non, tu parles des taux d'intérêt, je suis curieux, parce que Prével a passé à travers les années 80 avec des taux d'intérêt à 20-22 %. Quand les taux se sont mis à monter l'année passée, 1 an et demi,
Est-ce qu'on pensait que ça allait monter à 22 oui, non, ça m'a pas As-tu eu cette discussion-là avec ton père? Est-ce qu'il a dit... Ben lui, il me disait tout le temps, habitez-en pas, là, ils sont juste à 5-6 là, arrête. Mais je pense que ce que mon père m'a appris, c'est de dire, il y a des mauvais moments en immobilier. Point. C'est la réalité de ce qu'on va vivre. Exactement. Puis que tu peux te battre, tu fais le mieux que tu peux dans les mauvais moments, mais tu ne transformeras pas une période, une conjoncture économique que tu ne contrôles pas. Il faut juste essayer d'amoindrir, de passer à travers ces moments-là, puis d'être prêt pour quand ça va repartir, parce qu'inévitablement, ça va repartir. On a un terme qu'on utilise chez Rose Fellow, puis c'est « disrupting the status quo ». Je pense à votre père. J'ai entendu beaucoup d'histoires qui disaient qu'il n'était pas la norme. Il n'était pas un monsieur qui allait visiter les banquiers en cravate et suit. Comme vous voyez, on est un peu la même. C'est pas une cravate. Non, mais même vous, avec votre manière de penser, votre philosophie, c'est différent. Est-ce que ça vient de votre père, cette caractère-là? C'est une bonne question. Il faudrait peut-être psychanalyser pour savoir d'où. Mais tu sais, mon père était super drôle parce que pour lui, l'entreprise, c'était pas une fin en soi. C'était une façon d'exprimer de la créativité ou c'était une façon d'être libre parce qu'il avait travaillé avant là, dans des milieux très, très corporatifs où il s'était senti moins libre. Donc, pour lui, il n'y avait pas... la stature était pas importante. Puis ça, je pense qu'il me l'a communiqué beaucoup. Là, mes deux parents, de dire, tu fais ce que tu aimes dans la vie, puis tu le fais un peu de la façon qui résonne pour toi. Puis ça plaira pas nécessairement à tout le monde. Puis il y en a avec qui ça passera pas du tout. Puis tu vas peut-être te fermer des portes à travers tout ça, mais tu vas être bien mieux dans tes souliers à la fin de la journée. Fait que ça, pour moi, c'est fondamental. Puis je fais plein de choses par passion, qui sont pas nécessaires. Je dis souvent, là, j'ai plus d'activités parascolaires quasiment que... Mais j'apprends plein de choses. Ça m'ouvre des portes, c'est des opportunités. Donc, on ne sait jamais où suivre son instinct va nous mener. Puis je pense que ça, c'est peut-être le meilleur conseil que je donnerais, d'y aller selon son instinct, selon ce à quoi on croit, même si c'est pas la norme, même si c'est pas nécessairement ça qui fait du sens, que c'est pas toujours facile d'expliquer pourquoi on va dans cette direction-là, mais c'est suivre ton feeling. Exactement. Ouais. Prével, le focus, c'est le résidentiel. On voit beaucoup plus de locatifs que de condos. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une crise de logement? Et si oui, évidemment, comment que vous pouvez réagir à cela? Comment vous pouvez aider la situation? Oui, je pense qu'on vit une crise du logement. Je pense que c'est grave à plusieurs points de vue. Moi, j'ai travaillé dans mes activités parascolaires, je travaillais avec la Ville de Montréal dans le chantier abordable. Puis une des choses que j'ai trouvé le plus utile, c'était de se donner une définition de ce qu'est l'habitation, parce qu'il y a plein de termes. Et puis, on l'a fait à travers les différents quintiles. Juste de se dire, là, on sépare la population en 5 quintiles selon les revenus. Puis les premiers puis deuxièmes quintiles, c'est vraiment difficile de se loger. Il y a vraiment un enjeu là, puis c'est par le logement social qu'on va y répondre principalement. Mais il faut comprendre que le continuum d'abordabilité est lié. Donc, si on joue sur la portion marché du 5e quintile, si on vient créer plus d'habitations là, bien, c'est tout l'effet domino qui se passe. Donc, il y a vraiment, juste du point de vue de l'offre, d'être capable de mettre l'habitation point sur le marché, je pense qu'on contribue d'une certaine façon. Après ça, pour moi, puis c'est probablement parce que j'ai travaillé pendant 10-15 ans avec les premiers acheteurs dans des projets comme Lani, dans des projets comme Impérial, où justement on avait rationalisé les appartements. On faisait, à l'époque, là, on faisait une chambre à 500 pieds carrés, alors que la norme, c'était 1000 pieds carrés.
Mais on était capable de les vendre 132 000. Fait que ça faisait une différence. Puis les jeunes étaient capables d'acheter. Aujourd'hui, même quand c'est un 500 pieds carrés, même quand c'est un 350 pieds carrés, les jeunes, ils n'ont plus la capacité d'acheter. 83 % des jeunes qui achètent, c'est parce qu'ils sont aidés par leurs parents. Sinon, ils ne sont pas capables d'acheter. Donc, on est en train non seulement de créer une iniquité intergénérationnelle, mais on est en train de créer des iniquités sociales parce que si tu n'es pas né de parents riches, tu ne pourras pas être propriétaire. Fait que, comme société, moi, ça me dérange. Puis je me dis, il y a vraiment... Je pense que, comme le Québec a fait des choses audacieuses par le passé, comme créer les CPE, comme créer l'assurance maladie, on pourrait créer un fonds dédié à aider les premiers acheteurs qui viendraient faire toute la différence parce qu'à partir du moment où le jeune est capable de se mettre un pied dans l'immobilier, s'il s'achète un 350 pieds carrés, après ça, si le marché explose, il en bénéficie, il ne subit pas. Donc, à partir de ce moment-là, là, il va être capable 2-3 ans plus tard de s'acheter un 500 pieds carrés puis un 600 pieds carrés, puis il va se faire une blonde, puis qui avait un 400 pieds carrés, puis ils vont s'acheter un 1000 pieds carrés, puis ils vont être capables de s'acheter un bas de duplex, puis c'est comme ça que... Puis si on regarde, là, s'il a fait cet achat-là, je sais pas, quand il avait 25 ans, bien, 40 ans plus tard, là, si on prend, c'est comme un investissement. Là, création de richesse. Exactement, création de richesse, ça fait toute une différence. C'est à côté de ça qu'on est en train de passer en permettant plus aux jeunes d'accéder à la propriété. Je pense qu'on a besoin d'un aide, en quelque part, comme vous avez dit, parce qu'évidemment, on vit que ce soit l'industriel ou le résidentiel, les terrains sont chers. Le coût de construction est tellement cher et la demande est pour de l'abordable, du social, mais c'est dur à faire fonctionner un proforma ou les chiffres pour que ça soit abordable. So here's a stat that I actually, to go into this, that I read just yesterday. The average price of a single-family home now in Montreal went up 3% last year to just shy of $600,000, which is incredible for a first-time buyer. But here's the flip side. That is an impossible dollar amount for a first-time buyer, but the average price of rental now in Montreal actually went down to under $2 a foot, which brings the strain now on developers to make our numbers actually work to develop. So you almost have an imbalance here that creates a housing crisis by that very nature. Mais je suis surprise que le prix du loyer ait baissé parce que ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est que ça augmente encore, puis les gens payent de plus en plus cher, puis la tendance n'est pas à la baisse. Là. C'est inquiétant. Honnêtement, on a tous des enfants. Hein? Puis moi je pense à ça régulièrement. Comment ils vont pouvoir... il va falloir que tu les oui, aides, c'est sûr. J'en ai 4. Ben, tu choisiras celui que tu aimes le plus. Oui, c'est ça, OK. Non. Mais quand tu y penses, je regardais récemment la première maison que mon épouse et moi on a achetée. C'était un bungalow. On a payé 210 000. OK? Puis ça fait 20 ans. 210 000. On avait une mise de fonds de 20 000. On était au début de notre carrière, mais on était capable quand même d'aller au restaurant, on pouvait avoir une voiture, on était capable de... La même maison, je regardais, je l'ai vue à vendre, je pense, l'année dernière, 800 000, 790 000. La même petite famille, moi, là, il y a 20 ans qui arrive, qui achète ça. OK, tu vas chercher de l'aide de tes parents pour la mise de fonds, mais tu as quand même une hypothèque, disons, de 700 000. Tu as besoin d'une mise de fonds de 10 à 15 %. C'est 100 000 $ pour un jeune. Puis après, les salaires... Le problème, c'est à partir du moment où le jeune commence à payer un loyer, puis un loyer qui est élevé, c'est là qu'il ne sera plus jamais capable de se remettre le pied dans l'accès à la propriété parce que peut-être son loyer coûte 2000 $ par mois. Fait qu'il n'est pas capable de mettre de l'argent de côté pour sa mise de fonds. Puis après ça, s'il était capable de transposer ce montant-là directement sur l'hypothèque, il se créerait de la valeur. L'évolution que tu as dit par rapport au comme quelqu'un qui rentre puis achète un petit de 500, c'est exactement l'évolution que j'ai pris. J'avais 24 ans, je travaillais comme serveur, j'étais à l'école, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai acheté un condo de 525 pieds carrés. J'ai payé 118 000. Je l'ai vendu 2 ans. Je l'ai vendu pour 140 000. J'ai pris cette mise de fonds. J'ai acheté quelque chose de plus grand. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas trouver des condos à
118 000. Bien, dans 118 000, il n'y en a plus. Ou c'est vraiment, vraiment pas gros. Il y en a touché près d'elle, là? 118 000, mais... Un pied carré. On serait riche si on vendait nos pieds carrés à 118 000. Mais il y en a à 250 000. Puis on est... Tu sais, l'acheteur est capable de rentrer avec 5 % mais c'est très difficile. C'est juste qu'il faut que le choix... Puis ça aussi, ça fait partie d'une éducation. Faire le choix à 20-25 ans de décider d'acheter, puis d'acheter petit, c'est pas nécessairement le rêve d'un jeune. Là. Le rêve, normalement, moi, je me souviens, je travaillais aux ventes à Impérial, puis bon, ça fait quand même 10-15 ans, tu sais, mais les gens rentraient, je veux un 1000 pieds carrés. Systématiquement, il n'y a personne qui voulait pas un 1000 pieds carrés avec au moins une terrasse aussi grande. Puis, bon, souvent, après quelques rencontres, ben, ils ressortaient, puis ils s'achetaient un 500 pieds carrés, pas de balcon, là, mais ils avaient fait du compromis sur l'espace, puis 3, 4, 5, 10 ans plus tard, ben là, il arrivait à... Fait que c'est aussi d'accepter, puis c'est peut-être ça aussi, on est pressé, là, quand on est jeune, on veut tout régler Évidemment. tout de suite. Donc, d'accepter de faire ce cheminement-là, tu étais très sage. Laurence, si vous pouviez apporter un changement au secteur immobilier du jour au lendemain, ça serait quoi? Oh, ça, c'est une bonne question. Il me semble qu'il y a tellement de choses que je me dis... J'en ai beaucoup. Une seule chose que je pourrais changer du jour au lendemain. Là, la campagne électorale s'en vient. Hein? Au provincial. Au provincial, au fédéral, puis au municipal, je pense que... Tu as dit des très bonnes idées. J'espère qu'il y a un politicien qui va regarder le podcast, qui va dire « Ah, il y a une très bonne idée là, d'aider les jeunes à l'accès à l'habitation. » J'ai même déposé un mémoire aux consultations prébudgétaires pour expliquer comment faire un fonds, puis que le fonds, en fait, c'est à coût nul pour la société, parce que c'est l'idée que, comme ferait un parent, là, si t'aimes suffisamment tes enfants, peut-être que... 1 sur 4. 1 sur 4. Peut-être 2. Mais si tu veux pouvoir les aider, les 4, ce que tu peux faire, c'est récupérer l'argent que tu leur donneras. Et donc, quand ils achètent, tu dis parfait, t'es capable de payer juste 1500, 2000 pièces par mois. Moi, je vais la mettre ta mise de fonds, puis je vais en payer un petit bout de ton hypothèque, mais je vais récupérer la plus-value, par exemple, quand tu vas le revendre. Donc, si, l'exemple que je prends toujours, un condo à 400 000, si le jeune est capable de se payer une hypothèque juste de 300 000, que le gouvernement vienne mettre 100 000 à côté de lui pendant une couple d'années, 5, 6, 7 ans plus tard, peu importe le temps que ça prendra, le gouvernement récupère 25 % parce qu'il avait mis 25 % bien, il récupère 25 % de la valeur de l'unité. Donc, il y a une forme de rendement qui devrait, là, historiquement, surpasser le taux d'emprunt du gouvernement. Fait que l'argent revient, puis ça couvre même là, le coût. Ce que je trouve intéressant, puis ce que j'admire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre, qui vont se lever la main pour un problème, mais qui ne vont pas agir. Vous avez pris action, vous avez déposé un mémoire pour trouver une solution. J'admire cela parce que c'est rare que ça se fait. On entend des plaintes, on entend des gens qui ne sont pas contents, mais des solutions, on n'en voit pas. Alors, merci pour cela, Laurence. J'espère que je vais être entendue puis qu'il y a quelqu'un qui va dire que c'est une bonne idée. Mais peut-être que c'est ça aussi. On a tellement de capacités, on a tellement de compétences en immobilier à Montréal. Peut-être que si tout le monde essayait de travailler pour dire on rend notre ville meilleure, on rend l'habitation meilleure, on en donne un petit peu pour tout le monde, là, je pense honnêtement que ça ferait une grosse différence. Parce qu'on habite dans une ville incroyable. Le caractère de Montréal, évidemment, il y a le débat de langage, mais je trouve ça que c'est un avantage pour les jeunes d'avoir la capacité, la possibilité de parler en 2 langues, d'avoir une ville qui a tellement une histoire derrière cela, puis être en mesure de vivre ici. Il faut rendre les choses plus faciles pour être en mesure d'acheter. Puis, tu sais, on est une ville super sécuritaire. On a des opportunités, on le réalise pas, mais c'est pas compliqué là, pour quelqu'un de pouvoir réaliser des rêves, de pouvoir pousser certaines idées. Ça marche pas toujours, mais on a énormément d'opportunités à Montréal, au Québec en général. Je pense qu'on réalise pas notre chance. Absolument. On a vraiment une ville extraordinaire. Le dernier podcast qu'on a fait sur Montréal, on parlait de ça. On est dans une phase en ce moment où ce que les gens aiment
critiquer Montréal, aiment, on va dire c'est pas bon, c'est meilleur ailleurs. Puis oui, il y a eu des problèmes. Il y a des hauts puis des bas. Hein. La majorité des grandes villes l'ont eu, mais c'est une ville avec tellement de richesse, tellement de potentiel. Puis quand on a des projets comme ceux que tu as réalisés, avec des milieux de vie qui viennent s'intégrer dans les quartiers qui ont déjà une richesse multiculturelle ou des espaces verts, plein de services pour les citoyens, ça fait juste enrichir le milieu qu'on a. Mais c'est vrai qu'on est très chanceux à Montréal. On a vraiment une ville extraordinaire. Puis pour se promener, c'est sûr qu'on peut aller chercher de chaque pays ou de chaque ville quelque chose qu'on va trouver qui est mieux que chez nous, mais on en a quand même pas mal en termes de style de vie, en termes de... Bon, notre mobilité n'est pas parfaite, on pourrait investir plus dans le transport en commun, mais plus on va avoir de la densité, plus on va pouvoir justifier puis avoir l'ambition de... Est-ce que les jeunes qui ont grandi en banlieue, est-ce que tu en as des clients qui reviennent? Qui reviennent, oui. Ben, qui vont dans les milieux urbains, qui viennent s'installer. Moi, je pense que des projets comme l'année, des projets comme Impérial, à l'époque où on amenait beaucoup de premiers acheteurs, je pense qu'on a créé beaucoup de Montréalais, dans le sens que, j'en suis un produit, là. J'ai grandi à Repentigny, j'étais allée étudier dans l'Ouest canadien puis je pense que l'habitation joue pour vraiment beaucoup, parce que j'étais allée habiter dans l'Ouest canadien où j'habitais en résidence, je partageais ma chambre avec une inconnue. Après ça, je partageais mon appart avec 4 inconnus, là, tu sais, on a tranquillement pas vite évolué, mais mon parcours d'habitation, quand je suis revenue à Montréal, c'est sûr que je voulais habiter à Montréal. J'avais pas besoin d'avoir beaucoup d'espace parce que j'avais été habituée de pas avoir tant d'espace que ça. Puis là, j'ai découvert le style de vie montréalais, de pouvoir tout faire à pied, de pouvoir sortir l'effervescence. C'est vraiment, pour moi, très personnellement, puis on l'a vécu de plusieurs de nos clients, c'est un mode de vie que si on y a jamais goûté, on peut pas en rêver, mais une fois qu'on y goûte, c'est pas pour tout le monde, là. Il y a des gens qui aimeront jamais ça, mais il faut se donner la chance de pouvoir l'essayer. Fait que quand on avait des acheteurs qui achetaient justement un 400 pieds carrés pour 1 an ou 2, puis qu'après, ils disaient « je vais retourner en banlieue, je vais retourner », on a un de nos employés que tu connais très bien, David Deschênes, qui venait de Saint-Eustache, quand il est sorti de l'université, il se disait juste 1 an ou 2, essayer le produit Prével, on a aidé un peu nos employés à acheter tout ça. Puis 1 an ou 2, puis je retourne à Saint-Eustache. Puis il n'est jamais retourné à Saint-Eustache. Aujourd'hui, il habite dans Désolé les gens de Saint-Eustache. Ben, je suis sûre que c'est formidable, Saint-Eustache, mais il s'est vraiment attaché à la ville, puis il a connu ce mode de vie-là. Ouais. Puis venir travailler à vélo, à pied, de faire tes courses à gauche, à droite, de sortir, aller prendre un verre avec des amis. Il y a un style de vie qui est vraiment le fun. Ouais. Laurence, vous avez eu l'opportunité de voyager, de visiter d'autres villes, d'autres genres de projets dans d'autres pays. Y a-t-il des projets ou des villes ou des pays où est-ce que vous dites « Ah, ce serait intéressant d'avoir ce genre de concept à Montréal qui n'existe pas présentement ». Y a-t-il des éléments que vous avez vus dans d'autres pays que vous avez déjà apportés dans vos projets? Bien, c'est pas tant... C'est un style de vie. Moi, j'adore le style de vie européen. Je trouve que c'est exceptionnel. De pouvoir dire, là, tu sais, tu sors, tu vas acheter 2-3 trucs, tu t'arrêtes, à Paris, je sais pas comment ils font, ils ont sur chaque coin de rue, ils ont les petits bistrots, puis ils servent le déjeuner avec le jus fraîchement pressé le matin, puis ils sont encore là à 1h du matin à servir le verre de vin. Des fois, c'est le même gars qui est encore au comptoir, là, mais... Il est moins de bonne humeur à 1h du matin. Ou il est trop de bonne humeur. Mais puis tous les petits commerces, puis les gens sont sur la rue, c'est exceptionnel comme mode de vie. Puis on l'a ça à Montréal, on l'a pas partout, mais je pense que c'est vers ça qu'il faut recréer cette vie urbaine-là, cette effervescence, l'expérience piétonne, que juste la différence entre marcher sur Saint-Denis ou marcher sur René-Lévesque. On aime bien mieux marcher sur Saint-Denis parce que, en fait, j'ai appris ça, le lotissement montréalais est de 25 pieds. Traditionnellement, là, c'est la largeur des triplex. Et donc, la ville est beaucoup créée avec un rythme de 25 pieds. 25 pieds, c'est intéressant parce qu'il se passe toujours quelque chose. Tu n'as pas le temps de te tanner. Alors que
après ça, il y a eu des développements qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus sur l'horizontalité. Puis là, c'est long. Là. Quand tu marches devant Guy Favreau, là, tu marches longtemps, puis après ça, tu arrives à l'autre coin de rue, puis il se passe encore pas tant quelque chose. Fait que je pense que de réussir à animer, à dynamiser les rues de façon très, très granulaire, je pense qu'on oublie après ça qu'est-ce qui se passe en haut. S'il y a 10 ou il y a 20 étages après ça, je suis pas sûre que ça fait une si grosse différence que ça. Changez un petit peu le ton. C'est quoi le projet que vous êtes le plus fier que vous avez participé dedans? Bien, je dois avouer que, puis probablement que je suis chauvine, je sais pas, mais je suis très fière de nos projets. Je trouve qu'ils vieillissent bien, dans le sens que l'année, ça a été pour l'accès à la propriété. C'est exceptionnel ce qu'on a fait là. Probablement, c'est comme je disais, là, 90% des jeunes qui ont eu accès à la propriété parce que à travers les espaces communs, à travers les plus petites unités qu'on a fait, on a respecté le budget des gens. Impérial, on a repris toutes les anciennes usines d'Impérial Tobacco pour les transformer en loft. Moi, c'est un projet que j'ai vendu, que j'ai habité. On a pris le kit de déchargement pour faire un terrain de basket. Tu sais, c'était vraiment... on a pris la boîte de l'horloge pour faire un grand chalet urbain, les terrasses. Il y avait vraiment un style de vie incroyable. Là, en fait, le 21e a été notre premier projet où on a vraiment... on s'est ouvert sur la rue. Fait qu'on a tout créé une petite fontaine au cœur avec les commerces autour. Puis nos bureaux sont à côté, puis je dois dire, là, les soirs d'été, probablement, un soir sur 3, je passe, puis là, il y a des enfants qui courent en bobette dans la fontaine, puis il y a du monde qui s'arrête. Je me dis, c'est tellement ça, la vie, je sais pas, la vie urbaine. Maintenant, on travaille beaucoup sur Esplanade Quartier qu'on est en train de réaliser. Puis la mixité qu'on est capable de faire. Puis là, on travaille sur Panama, on travaille sur Kirkland. De réussir à Kirkland à faire un projet d'envergure qui va s'intégrer dans un cadre de maison unifamiliale, c'est quand même... il faut le réaliser. C'est toujours ça un peu. J'ai peur d'être fière de quelque chose qui n'est pas encore fini. Il faut se rendre au bout de chacun de nos projets. Ouais, c'est ça. Mais on se dit en immobilier, c'est tellement des cycles longs qu'il faut célébrer toutes les petites victoires. Absolument. Mais Kirkland, c'est intéressant parce que vous avez toujours été précurseurs. Là, vous arrivez avec un nouveau mode de vie dans le West Island, dans l'ouest de l'île. Vous arrivez avec un nouveau modèle je pense qui est réellement une demande, mais qui va être précurseur, parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre après autour des stations du REM, etc. Mais vous êtes les premiers quand même. Je dois avouer que c'est avec la population qu'on a créé ce projet-là, là, parce que ça a été là, beaucoup de rencontres citoyennes, tout ça. Et on arrive avec une mixité de produits où on a des maisons unifamiliales, des maisons de ville, de la moyenne densité, du locatif, du condo. Puis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces produits-là? Puis on s'est dit, c'est exceptionnel pour créer de l'intergénérationnel. Des fois, on se dit, il peut y avoir une maison intergénérationnelle, mais c'est bien mieux d'avoir un quartier où tu vas pouvoir avoir les enfants qui habitent tel produit. Les parents sont un peu plus vieux ou sont plus vieux, puis là, les enfants viennent en premier achat. Donc, puis c'est de créer à travers ça des espaces communs puis des lieux qui vont pouvoir se rassembler, développer un style de vie, connaître leurs voisins. Donc, c'est un peu l'histoire aussi qui se répète, là, qui était l'histoire de la Chine. Oui, puis je pense que c'est un produit qui va répondre bien aux générations plus jeunes aussi. Bien, c'est ce que j'espère. Puis c'est que, moi, on a eu des résidences pour personnes âgées, puis je pense que ça répond à un certain besoin, mais je pense que c'est intéressant pour une population vieillissante de rester dans un projet où il y a des jeunes, il y a des enfants, même si ça dérange, même si ça fait un peu de bruit. Ça fait de la vie. Exactement. Ça fait de la vie. Ça fait penser un peu, évidemment, ce que vous faites, c'est spécial, c'est différent. Puis on sait qu'il y a une équipe derrière vous. Parlez-nous un peu des valeurs, de la culture à l'interne de chez Prével. Bien, je me suis déjà fait dire, puis j'ai posé quelques questions, je savais pas comment le prendre, qu'on n'était comme pas une vraie entreprise. OK, pourquoi?
Mais est resté de probablement là, la façon dont mon père puis Jonathan pilotaient cette entreprise-là, un aspect très, très familial, très, très entrepreneurial. C'est pas du tout hiérarchique. Les gens s'interpellent, les gens se parlent sur une base régulière. Puis, tu sais, je dirais, là, de nos valeurs les plus grandes, c'est qu'il faut avoir du fun à faire ce qu'on fait, puis de s'écœurer, de se challenger, puis d'être bien convaincu. Moi, je parle de l'idée que c'est bien d'être en désaccord parce que tu vas avoir un meilleur projet, un meilleur résultat. Absolument. Puis de prendre les choses à cœur puis de débattre parce que toi, tu es convaincu qu'on est mieux de mettre une porte qui coûte moins cher parce que pour telle raison, mais non pour telle autre raison. Puis des fois, ça brasse un peu. Puis je pense que c'est sain. C'est comme dans une famille, quand il n'y a pas de chicane. Là, c'est un peu... Et je suis d'accord avec vous qu'un des aspects très importants chez nous, chez Roseville, c'est la culture. C'est comment que les gens vont travailler ensemble. C'est pas nécessairement la personne la plus intelligente comme, je sais pas, comme avocat, mais c'est la personne qui comprend, c'est un travail d'équipe, c'est la synergie qui est important et penser aux autres en réfléchissant à un projet qui nous distingue des autres dans notre domaine du développement industriel. Je pense que c'est similaire à nous. On ne veut pas créer une équipe c'est juste des yes men. Je dis toujours, Mike aussi, on le dit, si on est dans une salle puis on est les plus intelligents dans la salle, c'est pas une bonne salle. C'est un problème. C'est un gros problème. Ou ça parle à votre sujet, mais c'est un des deux. Mais non, je pense que ça vaut la peine de bâtir une équipe qui travaille en équipe. C'est quelque chose qui est galvaudé, ça aussi, mais le développement, il y a tellement de composantes différentes que ça peut pas ça peut pas être juste les finances, ça peut pas être juste le légal, ça peut pas être juste la construction ou juste le marketing. Il faut vraiment qu'il y ait, que chacun tire dans une direction pour qu'on arrive à son juste centre. Puis quand les gens ont le pouvoir, la liberté de s'exprimer dans une entreprise, ils ont un sentiment d'épanouissement aussi. Puis ça se voit dans les gens. Quand tu travailles dans une entreprise, les gens sont heureux, ça paraît par la façon qu'ils vont transiger, la communication qu'ils vont y avoir. C'est super important d'avoir cette approche-là. Puis moi, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs personnes chez Prével, puis ils ont toute cette approche-là. Positif, on va trouver une solution, on travaille en équipe. Puis c'est exactement ce que Sam et Mike ont inculqué chez Rosefellow. C'est la même aptitude. On va trouver une solution, on va persévérer. Puis au bout de la ligne, moi, je dis tout le temps, les gens veulent travailler avec des gens qui aiment. Si tu as une passion, puis tu aimes ce que tu fais, la personne que tu travailles avec, ou la ville avec qui tu transiges, ou le partenaire, ou le banquier, c'est contagieux. Mais ils vont embarquer dans... Je suis tellement d'accord avec toi. C'est drôle, j'ai une amie qui s'est partie en affaires, là, pas en immobilier. Puis je disais, fais juste parler de ton projet. Puis parle-en, là, avec passion, les gens vont vouloir t'aider. C'est contagieux. On aime ça, les gens qui aiment ce qu'ils font. Puis si on part de la prémisse que les gens sont pas contre nous, que ce soit dans les villes, que ce soit, mais qu'eux aussi, ils ont à cœur de faire cheminer les choses... Je pense que déjà, ça change la donne. J'aurais peut-être 2 dernières questions. La première, c'est quoi la plus grande leçon que votre père vous a donnée? La plus grande, j'ai l'impression qu'il m'en a inculqué, tu sais, parce qu'il était, c'est quelqu'un de très coloré, mon père, là, mais puis il y avait des façons d'approcher ou d'argumenter, mais pour lui, la politique des petits pas, ça, c'est quelque chose qu'il me disait tout le temps parce que j'étais jeune, j'étais pressée, puis tu sais, on pousse, on défonce, puis que ça n'a pas de bon sens, puis... Fais un pas à la fois, puis avance toujours. Continue d'avancer dans la même direction, mais t'es pas obligé de partir en sprint. Avance un pas à la fois. Je pense que ça a été... moi aussi, appris à être un peu plus à l'heure, parce que j'étais vraiment pas à l'heure. Mais... puis la plus belle chose, je dirais, puis ça, c'est pas tant qu'il me l'a appris en me le disant, mais c'est ce qui était. C'est qu'il était très, très intègre. C'était quelqu'un de parole. Moi, il y a tellement de gens que j'ai rencontrés par après qui m'ont dit, tu sais, ton père, là, sur une poignée de main, il a respecté ce qu'il a dit, puis il n'avait pas besoin de le faire. Puis, tu sais, j'aurais pu être dans le trouble si... puis il a toujours été très, très correct, quelqu'un de juste. Puis ça, j'ai énormément de respect pour ça. Vous avez eu l'opportunité d'écrire un livre.
Ça parle un peu des discussions que vous avez eues avec votre père les vendredis à midi. Les mardis à midi. Parlez-nous un peu de ça vient d'où cette idée de faire vos mémoires dans un livre. D'écrire. Je pense que... j'ai toujours aimé écrire. C'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je prends du recul, c'est comme ça que je me rends plus intelligente, je pense, parce qu'en se donnant du recul ou quand on essaie d'écrire sur un sujet, on va chercher de l'information. Fait que pour moi, quand on commençait à se dessiner là, la relève, je pense que j'avais besoin de prendre du recul entre ce qui avait été fait, puis de prendre la mesure de ce qu'était Prével, de ce qu'était mon père. Donc, ça a été vraiment une occasion pour moi de me donner cet espace-là. So, you've written a book. You are the first person I've ever met who's actually written a book. So we have a book. My book. Can you please sign it on behalf of the whole team? Of course. Alors, pour ceux qui sont curieux, intéressés, Bâtir Montréal à la table 45 par Laurence Vincent. Alors, c'est un livre exceptionnel. Achetez-le, lisez-le, apprenez. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour notre podcast Rose Fellow. Et encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci.